présenter Francis Roy, qui est chargé de cours à l'Université de Sherbrooke et il s'implique dans plusieurs projets d'évaluation de programmes et agit comme consultant. Et à part de s'occuper de ces deux jeunes enfants, il est en train de terminer un doctorat en psychologie communautaire à UQAM qui va certainement terminer cet été. Oui. OK. Sans tarder, je laisse la parole à Francis. Merci, Brian. C'est moi qui ai dit l'été, hein, en passant. Quand même. Oui, alors aujourd'hui, je viens vous présenter les résultats préliminaires version 178 de la thèse de doctorat sur laquelle je travaille depuis trop de temps pour nommer combien d'années. OK. Donc, voilà. Et j'espère pouvoir contribuer avec ma petite pierre dans l'océan de connaissances. Mais je pense que l'assistance est composée majoritairement d'intervenants et on a sûrement autant à s'apporter l'un que l'autre. Donc, on part ça. Ah oui, aussi, je voudrais dire par rapport aux sous-titres outiller les intervenants, j'ai repensé à ça puis je me disais c'est un petit peu ambitieux de ma part. Donc, ça va être plus finalement de vous présenter ce que je sais et on va co-construire ensemble. Donc, probablement des données que vous avez déjà vues dans les derniers jours. Au niveau des tentatives de suicide au niveau mondial, on estime environ qu'il y aurait 20 tentatives de suicide pour chaque décès par suicide. Au Québec, la prévalence annuelle chez les 15 ans et plus se situe à 0,4 % de la population, et ça, c'est dans les enquêtes de santé, donc c'est auto-rapporté, avec les limites que ça implique, les gens qui ne veulent pas le mentionner, par exemple. Si on aurait à le chiffrer, mettons le 0,4 %, juste pour que ça vous parle un petit peu plus, ça serait environ 28 000 personnes par année qui déclarent avoir fait une tentative de suicide dans les 12 derniers mois. On a une autre source de données qui nous donne un approximatif des tentatives de suicide qui se font, c'est le registre des hospitalisations. Donc, il y aurait 4 443 hospitalisations pour blessures auto-infligées. C'est les dernières données de 2016-2017. Évidemment, ça aussi, c'est plein de limites parce que, dans le fond, il y a à peu près 50 % des gens qui se présentent à l'urgence pour une tentative de suicide qui ne sont pas nécessairement hospitalisés, donc qui ne sont pas comptabilisés là-dedans. Et il faut que la tentative soit suffisamment grave pour qu'on se présente à l'urgence. Bon, donc, voilà pour les limites brièvement. Suicide et santé mentale, ça demeure quand même une relation assez complexe. Il y a plusieurs études qui ont démontré, surtout avec la technique d'autopsie psychologique, qu'il y avait environ 90 %, jusqu'à 90 % des personnes qui sont décédées par suicide qui présentaient un trouble de santé mentale. Par contre, si on prend toute la population qui ont un trouble de santé mentale, c'est vraiment un minime pourcentage qui va décéder par suicide. Donc, on ne peut pas dire que le fait de présenter un trouble de santé mentale, ça implique automatiquement qu'on va se suicider. Donc, mais ça fait le lien avec les incapacités de travail liées aux troubles de santé mentale. Donc, on estime, selon l'OCDE, 2015, on estime qu'il y a 30 à 50 % des incapacités et des maladies de longue durée qui sont liées à un trouble de santé mentale. La dépression majeure représente la deuxième cause d'incapacité de travail dans le monde. C'est après les maladies cardiovasculaires. Et chaque semaine, il y aurait environ 500 000 Canadiens qui sont incapables de travailler en raison d'un trouble dépressif ou d'un autre trouble de santé mentale. Et ça représente des coûts assez majeurs. On estime en termes de coûts liés à l'absentéisme, le présentéisme, perte de productivité, on estime ça à 20,7 milliards par année au Canada. Il y a de nombreuses études qui ont démontré, qui se sont penchées sur le risque de répétition d'un geste suicidaire après une hospitalisation pour une tentative de suicide. Et on sait que le risque est particulièrement élevé dans la première année qui suit, les 12 mois qui suivent la tentative.
Le risque de récidive, selon d'une étude à l'autre, varie entre 9 et 32 de risque de répéter un geste suicidaire. Et le risque de décès se situe à 0,5, entre 0,5 et 2 Donc, c'est une période qui est assez critique après la tentative de suicide. Et on pense que comme notre société est très centralisée sur le travail, que le retour au travail peut représenter une étape critique dans le processus de rétablissement. On sait que le travail, c'est une source d'intégration sociale. C'est souvent la première chose qu'on nous demande quand on initie un contact avec quelqu'un. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et c'est aussi une source de reconnaissance. Ça nous permet de nous définir, de nous réaliser. Ça donne un sens à notre existence, sentir qu'on contribue à quelque chose. C'est aussi une source de revenus dans notre monde matérialiste et ça permet de réguler nos activités quotidiennes. Donc, par contre, il y a certaines conditions professionnelles qui peuvent s'avérer néfastes pour la santé, notamment quand on a une combinaison de demande psychologique élevée au travail, combinée à un faible contrôle sur nos tâches, une faible attitude décisionnelle qu'on appelle, et un faible soutien social au travail. Ça, c'est un cocktail qui nous amène à ressentir, à être plus à risque de ressentir une certaine détresse psychologique au travail. Donc, le but de mon étude ici, c'était de comprendre le processus de réintégration professionnelle des travailleurs qui s'absentent de leur emploi après une tentative de suicide. Ce que je me suis rendu compte, en fait, c'est que à l'époque où est-ce que j'ai commencé, qui date quand même déjà un peu, il n'y avait pas beaucoup de choses qui se faisaient sur le retour au travail après un problème de santé mentale et il n'y avait absolument rien sur le retour au travail, particulièrement après une tentative de suicide. Et en m'impliquant dans différents projets aux crises, notamment sur l'impact d'un décès par suicide en milieu de travail, c'est une des préoccupations qui a été nommée par des intervenants, soit de PAE ou de CPS. Qu'est-ce qu'on fait avec une personne qui revient au travail, qui n'est pas décédée, en fait, du suicide et qu'on doit réintégrer dans son milieu de travail? Donc, c'est de là que tout ça vient. Et plus spécifiquement, ce que j'ai voulu voir avec cette étude-là, c'est de cerner les contextes de vie qui avaient contribué à la détérioration de l'état de santé et favoriser le passage à l'acte, de décrire les facteurs qui sont susceptibles de faciliter ou de faire obstacle au rétablissement et au retour en emploi après une tentative, et aussi de décrire les conséquences de l'expérience de réintégration professionnelle sur les travailleurs. Comme c'est un sujet qui était peu exploré, j'ai opté, et aussi par passion pour les méthodes qualitatives, je ne le cacherai pas, j'ai opté pour une approche qualitative, la théorisation ancrée. Et mon échantillon était constitué de 24 travailleurs qui ont été recrutés dans 6 hôpitaux et à l'aide de 3 CPS, Centre de prévention du suicide, bien sûr. C'était des entrevues semi-structurées, un peu avec une approche de récit de vie, centrée sur l'expérience des travailleurs à chacune des étapes, c'est-à-dire comment c'était au travail avant la tentative de suicide, qu'est-ce qui a conduit à la tentative de suicide, qu'est-ce qui s'est passé pendant l'arrêt de travail, l'absence et comment s'est passé le retour. Donc, c'était un peu un récit un peu chronologique, mais je suivais la personne en fonction de là où elle voulait aller. Et les entrevues ont été transcrites mot à mot, puis analysées selon les 3 étapes de codification de Strauss et Corbin. Ça a donné un beau total de 1200 pages à analyser et réanalyser. Donc, un petit projet de fin de semaine, finalement. Profil de mes participants. En fait, ici, on passe de 24 à 21. Ceux qui ont peut-être remarqué, c'est que finalement, c'est qu'il y a 3 participants qui ont été exclus. La raison pour laquelle ils ont été exclus, c'est qu'il y a 2 des participants qu'en cours d'entrevue, je me suis rendu compte qu'ils ne répondaient plus tout à fait à mes critères de sélection. Ils m'avaient dit qu'il y avait un emploi et finalement, ils étaient travailleurs autonomes sans contrat depuis 1 an. Donc, bon.
Donc, ça ne cadrait plus dans les critères de sélection. Et il y a une entrevue aussi que l'enregistrement était vraiment de mauvaise qualité et la personne s'exprimait en français, un peu anglais et avec un accent espagnol. Donc, tout ça faisait en sorte que ça a été exclu. J'ai 6 hommes, 15 femmes, âgés entre 24 et 59 ans, avec une moyenne de 40 ans. Des catégories d'emploi assez diverses, avec une majeure au niveau des services. Au niveau de la tentative de suicide, sur laquelle a porté principalement l'entrevue, puis qui a amené l'absence et le retour en emploi, la tentative a eu lieu dans les 12 derniers mois pour 18 des participants et dans les 2 dernières années pour 3 des participants. Le moyen utilisé, c'était principalement l'intoxication médicamenteuse et le lieu était le domicile pour l'ensemble des tentatives. J'aurais vraiment ardemment souhaité de trouver un cas de tentative qui a eu lieu en milieu de travail, non pas parce que c'est pas très gentil pour le milieu de travail, mais pour le besoin de la recherche, pour avoir ce portrait-là, accès à cette perspective-là. Mais malheureusement, j'ai pas réussi à recruter quelqu'un. Donc, au niveau des trajectoires de réintégration après la tentative de suicide et le statut d'emploi au moment de l'entrevue. J'ai 12 personnes qui, au moment où est-ce que je les ai rencontrées, étaient revenues au travail. Ils étaient revenus à temps complet pour 11 ou à temps partiel, une personne. J'ai 4 personnes dans mon échantillon qui étaient revenues au travail, mais qui avaient vécu une rechute, donc qui étaient de nouveau en congé de maladie. Et j'ai 3 personnes qui étaient sans emploi au moment de l'entrevue, mais qui avaient effectué un retour en emploi entre-temps. Donc, là-dedans, j'avais une personne qui avait vécu un congédiement et 2 personnes qui ont remis leur démission. Et finalement, j'avais 2 participants qui étaient toujours en arrêt de travail et qui n'avaient effectué aucun retour en emploi. Ce qui est intéressant d'avoir une variété de trajectoires comme ça, c'est que ça nous donne un portrait complet du phénomène qui est assez complexe de la réintégration professionnelle et ça nous permet d'avoir une photo autant de personnes qui ne sont pas encore revenues en emploi et qui ont des craintes vis-à-vis leur retour en emploi, qui ont aussi des contacts avec leur milieu de travail parfois, et d'autres personnes qui sont revenues, d'autres personnes qui ont vécu des rechutes. Donc, une belle variété. Ce qu'on constate au niveau de l'analyse du discours des travailleurs m'a permis de distinguer 3 phases temporelles en interaction. Donc, ce n'est pas nécessairement chronologique, il peut y avoir un retour en arrière. Et le processus de réintégration se déroulerait au sein de ces 3 phases-là. La première phase, c'est la chute. Donc, c'est toute la phase où est-ce qu'il y a une détérioration de l'état de santé qui mène jusqu'à la crise suicidaire ultimement. Ensuite, on a une phase de rétablissement, récupération, restauration des capacités qui correspond à la fois à la période où est-ce que la personne est en congé, en arrêt de maladie, mais aussi parfois qui va se poursuivre avec un retour en emploi, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre d'être complètement rétabli avant de revenir au travail. Et ensuite, le rebond et l'émergence, qui est le moment où est-ce que la personne revient progressivement à la vie sociale et tout en étant transformée par son expérience. Je vous présente le dessert en premier. Donc, c'est le modèle final de la thèse. Puis après ça, on va le décortiquer ensemble. Mais donc, on a la phase de la chute. C'est une phase qui est soi-disant, qui est préliminaire au processus de réintégration professionnelle. Ça décrit les contextes de vie personnelle et professionnelle qui sont en place avant la tentative de suicide et les difficultés qui ont contribué à la détérioration de l'état de santé et au déclenchement de la crise suicidaire. Il y a une interaction, évidemment, entre les difficultés de vie personnelle, difficultés de vie professionnelle. On va le regarder plus en détail après. Et donc, ces contextes de vie-là agissent comme toile de fond à l'ensemble du processus de réintégration professionnelle. Donc, ça va teinter la phase de récupération et de restauration des capacités
et le rebond et l'émergence, mais aussi l'issue de la trajectoire de réinsertion. Est-ce que la personne va revenir au travail? Est-ce qu'elle va rompre avec son milieu d'emploi? Ces contextes de vie-là ont une grosse influence, une grande influence sur ce qui se passe par la suite. Donc, oui, attendez un peu. On a ensuite la phase de récupération et de restauration des capacités. Cette phase-là, elle est essentielle avant tout effort de réintégration. La personne a besoin de se rétablir minimalement avant de commencer à penser à revenir au travail. Parce que la chute et la tentative de suicide laissent des séquelles qui sont assez lourdes, en fait, des états de fatigue extrêmes, des symptômes dépressifs qui forcent la personne à vouloir s'isoler, à demeurer au repos. Il y a aussi des sentiments de honte et de culpabilité vis-à-vis du geste suicidaire. Donc, c'est pourquoi qu'une période de récupération est absolument essentielle. C'est un temps pour les travailleurs d'accéder aux ressources et de recevoir les soins nécessaires qui vont permettre de se rétablir et aussi d'accéder le temps que les traitements fassent effet aussi, évidemment. Donc, ça se déroule principalement durant la phase d'arrêt de travail, mais ça se poursuit aussi au moment du retour au travail, le temps que la personne recouvre sa santé progressivement avec la reprise des activités professionnelles. Ensuite, on a la phase de l'émergence qui se trouve à être quand les travailleurs ont suffisamment récupéré pour pouvoir mobiliser l'énergie et les ressources nécessaires pour pouvoir réintégrer la vie sociale et reprendre le travail dans un monde idéal. Il y a plusieurs travailleurs qui ont nommé dans leur processus de rétablissement qu'il y avait eu un point tournant à partir duquel où est-ce qu'ils avaient senti qu'ils émergeaient de leur crise suicidaire, de ce qui s'était passé. Et souvent, c'était marqué par l'adoption de comportements pro-santé, s'inscrire au gym, ou encore recommencer à voir des gens. Donc, c'est ça. Et ça correspond souvent à les traitements pharmacologiques commencent à être efficaces. Il y a une diminution des symptômes dépressifs. Et il y a une prise de conscience. Ça peut être aussi déclenché, le rebond et l'émergence, ça peut être aussi déclenché par une prise de conscience initiée par un événement ou une conversation avec quelqu'un qui fait comme « OK, attends un peu, il faudrait vraiment que je commence à considérer retourner au travail, je ne peux pas rester dans cette situation-là. » Donc, il y a comme un rebond qui se produit. Par contre, les travailleurs ont vraiment l'impression d'avoir été transformés par leur expérience et plusieurs ont amorcé un travail d'introspection avec les épreuves qu'ils ont vécues. Donc, c'est un rebond et une émergence, un retour à la vie normale, mais tout en étant transformé. Et à travers tout ça, on a des facilitants et des entraves au rétablissement et au processus de réintégration professionnelle. Et il y a aussi des conséquences qu'on va détailler un petit peu plus loin. Donc, au niveau des contextes de vie antérieurs, la crise suicidaire survient dans un contexte de difficultés qui peuvent appartenir autant à la vie personnelle que la vie professionnelle. Il y a une interaction entre les deux sphères. Donc, parfois, il peut y avoir des conditions professionnelles favorables qui viennent atténuer des difficultés de vie. Dans notre étude, la majorité des participants rencontrés, pour eux, c'est le cumul de difficultés personnelles qui a pesé le plus dans la balance. Donc, entre autres, j'ai 15 participants qui ont mentionné la présence d'un problème de santé mentale en combinaison avec des événements de vie difficiles. J'ai aussi 18 participants que ce n'était pas leur premier épisode suicidaire. Il y avait d'autres tentatives antérieures. Et il pouvait aussi avoir de l'isolement social. Au niveau professionnel, les participants ont également mentionné des difficultés. Il y en a 5 d'entre eux pour qui c'était des difficultés qui avaient largement contribué à la détérioration de leur état. Ça ne veut pas dire que ces gens-là n'avaient pas de difficultés personnelles, mais il y avait particulièrement beaucoup de difficultés professionnelles. Donc, on parle, par exemple, des contextes de fusion, réorganisation, rachat d'entreprises, détérioration marquée du climat de travail suite à un changement de culture organisationnelle après le rachat, par exemple.
Sinon, de l'insécurité d'emploi, surcharge, épuisement. J'avais 4 cas de ce qu'on peut soupçonner comme étant du harcèlement psychologique, des conflits au travail et même une personne qui a vécu le décès par suicide d'une collègue. Donc, à ça s'ajoutent certaines conditions favorables. Tout n'était pas noir au niveau du milieu de travail. Il y a plusieurs personnes qui ont mentionné des liens d'amitié au travail qui étaient très forts. Relation de confiance avec le supérieur, une latitude décisionnelle et un sentiment d'autonomie élevé et un sentiment d'accomplissement à travers son emploi. Donc, c'était des conditions qui venaient atténuer les difficultés. Au niveau des facilitants et des entraves, l'analyse a permis d'identifier 5 grandes catégories de facilitants et d'entraves. Donc, des facteurs qui sont liés à la prise en charge médicale, facteurs qui sont liés à la gestion administrative des absences, aux supérieurs immédiats, aux collègues de travail et des facteurs d'ordre personnel. En ce qui a trait aux facteurs personnels, les participants ont mentionné avoir apprécié beaucoup d'avoir le soutien des proches, particulièrement au moment de l'hospitalisation. Par contre, ce qui a été nommé, c'est qu'il y a plusieurs travailleurs, même en ayant ce soutien-là, ils ont trouvé difficile de devoir composer avec les réactions de l'entourage, les questions, l'incompréhension vis-à-vis les sentiments de colère, malaise, jugement parfois. Donc, le soutien a pu être parfois un couteau à double tranchant. Et évidemment, d'autres personnes ont mentionné comme entraves les répercussions de la tentative de suicide sur leur réseau social. C'est que, ouais. Donc, il y a eu des ruptures d'amitié, ruptures amoureuses qui ont pu survenir après la tentative de suicide. Au niveau des facilitants, j'en ai parlé brièvement. Il y a l'adoption de comportements et d'attitudes favorisant le rétablissement, qui était quelque chose qui a été nommé comme un facilitant au rétablissement. Donc, le fait d'amorcer un travail d'introspection, d'amorcer une thérapie, de donner un sens aux événements, aux épreuves, de s'investir dans les projets personnels qu'on avait mis de côté, évidemment, de modification des comportements au niveau de l'hygiène de vie, trouver des moyens pour éviter des rechutes, éviter de répéter le geste suicidaire. Ce sont tous des comportements, des stratégies que les participants ont trouvé aidantes au niveau de leur rétablissement. C'est aussi, évidemment, la modification des comportements au niveau de l'hygiène de vie, c'est aussi un signe, à la fois un signe de rétablissement et quelque chose qui contribue au rétablissement. Donc, au niveau des entraves, évidemment, le lendemain de la tentative de suicide, les événements difficiles, les difficultés personnelles ne disparaissent pas miraculeusement. Donc, les difficultés personnelles qui persistent sont un des entraves que les participants ont nommé. Il y a aussi d'autres événements de vie qui peuvent se rajouter. Par exemple, la perte d'un être cher ou encore des ennuis financiers, tout ça. Donc, c'est des choses qui ont été nommées. Il y a aussi l'incapacité de travail en soi, d'accepter qu'on est dans cette situation-là. Ça reste une expérience qui est très difficile et qui est soumise au regard de l'autre. Il y a beaucoup de participants, particulièrement ceux qui étaient des travailleurs qui avaient une personnalité un peu performante, qui étaient à la limite surinvestis dans leur travail. Le fait de se retrouver incapable d'être fonctionnel amenait beaucoup de sentiments de culpabilité. Le fait de voir les autres partir au travail le matin et d'être forcé de rester chez soi. Il y a aussi tous les préjugés liés aux invalides, en fait, aux gens qui sont en incapacité de travail, qui ne peuvent pas contribuer au marché du travail. Les préjugés qui sont véhiculés dans notre société, c'est quelque chose qui a été nommé. Et le fait parfois, quand on n'a pas accès à une assurance à travers notre employeur, bien, le fait de devoir demander de l'aide sociale ou du chômage maladie, c'est quelque chose qui est quand même assez étiqueté et porteur de préjugés. Il y a aussi toutes les craintes entourant l'état de santé et le retour au travail.
c'est que les gens ont tellement vécu des états de détresse aiguë que c'est un peu difficile de concevoir comment ils vont pouvoir être fonctionnels à nouveau, retrouver leur niveau d'énergie, leur niveau de performance. Donc, le retour au travail suscite énormément d'inquiétudes. Au niveau des craintes entourant l'état de santé et le retour au travail, bon, il y a la peur de ne jamais s'en remettre, la peur d'avoir perdu ses capacités de travail, la peur de rechuter, de retomber malade. Il y a tous les sentiments de culpabilité et de honte par rapport au fait d'avoir fait une tentative de suicide, mais aussi d'être en congé de maladie, d'être loin du travail. Et il y a la peur de la réaction des collègues qui prend beaucoup de place. Et ces craintes-là sont une source d'anxiété qui peuvent vraiment nuire au rétablissement parce que les travailleurs en arrêt ont tendance à ruminer avec ces craintes-là. Donc, c'est porteur de beaucoup d'anxiété et ça peut prolonger la période d'arrêt dans certains cas ou encore forcer le retour prématuré dans d'autres. C'est-à-dire, je veux tellement pas que mes collègues se doutent de quelque chose que même si je ne suis pas suffisamment rétabli, je vais revenir au travail demain matin, même si j'ai fait ma tentative hier. Donc, j'ai un petit extrait de verbatim qui illustre un peu comment ça peut être prenant. Je rêve beaucoup encore à ça. Ça occupe toute la place en ce moment. Pour moi, c'est une grande perte d'énergie de penser à un retour au travail. Au niveau de la prise en charge médicale, ce qui a été souligné par les participants, nommés par les travailleurs, c'est, dans un premier temps, c'est sûr, bon, de toute évidence, la sévérité du geste suicidaire influence le temps requis au niveau de la convalescence. Donc, c'est sûr, ça va influencer la durée de l'arrêt de travail en soi et ça représente une entrave à un retour rapide. Mais comme facilitant, le simple fait d'avoir un diagnostic, de savoir ce qu'on a, d'être pris en charge, de sentir qu'on est pris en charge, d'avoir un plan de traitement sur lequel s'appuyer, c'est très porteur d'espoir. Ne serait-ce que de rencontrer un professionnel et de sentir qu'on est pris en charge. Par contre, ce qui a été nommé, c'est les difficultés d'accès aux ressources en santé mentale et un manque de continuité entre les services. C'est-à-dire, souvent, les gens se présentaient à l'urgence pour une tentative de suicide et se retrouvaient à recevoir leur congé sans avoir de référence, sans être pris en charge. Donc, ils devaient eux-mêmes faire leur propre démarche pour obtenir un billet du médecin pour justifier leur absence le lendemain dans une clinique sans rendez-vous, ou encore rencontrer un autre médecin que le psychiatre de l'urgence pour vraiment lui expliquer qu'on n'est pas en état de revenir au travail et qu'on a besoin d'un congé. Donc, c'est ça. Il y avait un manque de continuité entre les services. Il y a aussi des délais d'attente. Les gens qui reviennent à la maison après une tentative de suicide sont quand même fragiles. Et souvent, le soutien des organismes communautaires a été nommé comme un facteur qui était facilitant, qui était une bouée de secours pour le temps qui accède au traitement, que les choses se mettent en place. Donc, ça a été quelque chose qui a été nommé comme facilitant au rétablissement. Au niveau de la médication, pour la plupart des participants, ça a été un parcours très long, parsemé d'essais et d'erreurs au niveau de trouver la bonne molécule, le bon médicament, le bon dosage, plusieurs essais-erreurs. Une fois que c'est efficace, ça devient un facilitant, mais le processus à travers ils ont dû passer avant que leur état se stabilise, avant de trouver le bon médicament, qu'il n'y ait pas trop d'effets secondaires. Plusieurs personnes ont vécu des rechutes, sont revenues au travail et ont dû se réabsenter parce que la médication ne faisait plus. Donc, c'est quelque chose qui a été une entrave nommée par les participants. Il y a comme autre facilitant le retour progressif, qui a été une mesure nommée par les participants. En fait, je ne sais pas pourquoi j'ai mis 8. Je pense qu'il y en a plutôt 10 qui ont... C'est une erreur. Donc, la moitié des participants ont pu bénéficier de la mesure de retour progressif et c'est quelque chose qui a été nommé comme étant un très grand facilitant, ne serait-ce que de permettre de se réapproprier le milieu, d'oser un peu les contacts avec les collègues, les contacts avec la tâche, une diminution de la charge de travail, donc de pouvoir se réapproprier son milieu. Le retour progressif les a aidés à faire ça.
Comme autre entrave au niveau de la prise en charge médicale, il y a quelques participants qui ont nommé des accords entre le médecin, avec leur médecin en termes de plan de traitement, que ce soit le choix de la médication ou encore la date du retour, la façon dont va se passer le retour progressif. Et c'est des choses que parfois, jusqu'à un certain point, pour certains, ça a mis fin à la relation avec le médecin. La personne a arrêté d'aller voir son médecin, a décidé de se sevrer elle-même au niveau de la médication quand elle a senti qu'elle commençait à aller mieux. C'est ça. Donc, ça a pu représenter un entrave pour certains. Donc, quelques extraits de verbatim. Donc, juste d'avoir un diagnostic, de faire la thérapie, ça donne l'espoir que je suis sur le bon chemin. Ensuite, pour la médication, tu es toujours en train d'essayer un nouveau médicament, puis ça ne marche pas. Tu sais, quand tu es 6 semaines, que tu as des nausées, des diarrhées, des maux de tête, des maux de cœur, tu n'as plus aucune qualité de vie. Au niveau de la continuité des services, je viens de faire une tentative de suicide. Je voulais qu'on me prenne en main. Le lendemain, tout ce qu'on me donne, c'est du linge d'hôpital et un billet d'autobus. Ça ne tient pas debout. Et au niveau du retour progressif, comme facteur aidant, le retour progressif, c'est essentiel. La première semaine, tu fais juste observer, tu réapprends. On ne se sent plus chez nous. J'étais à mon bureau et je me sentais comme une étrangère. Autre catégorie de facteurs aidants, facilitant entrave, au niveau de la gestion administrative des absences, le fait d'avoir accès à un régime collectif d'assurance salaire a été nommé comme quelque chose de très facilitant qui permettait aux travailleurs de prendre le temps de se rétablir dans une certaine mesure avant de pouvoir commencer à penser à réintégrer le travail. Par contre, l'absence d'assurance amène souvent les travailleurs dans une précarité financière. Et souvent, les milieux de travail qui n'ont pas un programme d'assurance collective, c'est des milieux de travail qui sont plus proches du salaire minimum. Donc, déjà, les travailleurs sont dans une précarité financière. Le chômage-emploi, c'est 55 % du revenu. Et à l'époque, il y avait des semaines de carence où est-ce que tu étais sans prestation avant de commencer. Donc, c'est quelque chose qui a amené certains travailleurs à réintégrer le travail le lendemain, 4 jours après. Donc, vraiment une absence plus courte, alors qu'ils se sentaient encore très fragiles. Par contre, c'est bien d'avoir accès à un régime collectif d'assurance salaire, mais quand tu viens de faire une tentative de suicide, que tes symptômes dépressifs sont encore très, très, très élevés, très prenants, la complexité du processus d'indemnisation, la paperasse à remplir, les délais de traitement sont des choses qui ont été nommées comme étant un entrave. Parce que juste, les gens disaient, je ne peux même pas lire un livre à l'eau de rose là, pendant mon congé. J'ai 0 concentration, donc même pas ouvrir mon courrier. Fait que juste de remplir des papiers comme ça, ça représentait une tâche insurmontable. Par contre, il y a une participante qui a bénéficié du soutien du syndicat au niveau des démarches administratives et c'est quelque chose qui a été particulièrement apprécié. Tout ce qu'elle avait à faire, c'est d'envoyer ses papiers du médecin et le reste était pris en charge. Donc, ça a été un facilitant pour elle. Le non-jugement de la part des ressources humaines, c'est-à-dire quand on a des contacts avec les ressources humaines, le fait de sentir qu'il n'y a pas de pression à ce qu'on revienne rapidement, le fait de sentir qu'on normalise le trouble de santé mentale ou la situation, c'est quelque chose qui a été nommé comme étant un facilitant, qui était apprécié et qui contribue au maintien du lien avec le milieu de travail. Il y a aussi, par contre, quand il y a demande d'expertise médicale et contestation de l'absence de la part de l'employeur, c'est quelque chose qui peut être très anxiogène et qui peut créer une rupture du lien à l'emploi. Demande d'expertise médicale, ça survient souvent après un certain moment où est-ce que la personne est en arrêt de travail, dépendamment des régimes d'assurance. Quand on passe quand on dépasse souvent le 6 mois, il peut y avoir une demande d'expertise médicale et on demande à un expert externe d'évaluer le cas et de voir si les recommandations du médecin traitant de la personne tiennent la route. Et c'est quelque chose qui crée beaucoup d'anxiété, qui a même suscité des idées suicidaires chez certains. Le fait d'avoir peur qu'on les oblige de revenir au travail. Heureusement, dans ce cas-ci, il n'y a personne qui a été forcé à revenir au travail après une expertise médicale. J'ai des success stories
dans le sens que les gens, finalement, c'était pas si pire que ça. Il a même suggéré, l'expert a même suggéré une autre médication en complément, donc qui m'a aidé à me rétablir plus vite. Planification du retour en étroite collaboration avec l'employé, c'est quelque chose qui s'est passé de façon très rare au niveau de mon mince échantillon ici. Ce n'était pas une pratique courante. J'ai seulement 2 employés que l'employeur a rencontré la personne avant. Il y a eu des contacts. On a jasé de comment le retour allait se passer, quelles étapes allaient être mises en place, comment le retour progressif allait s'appliquer. Mais sinon, souvent, les travailleurs sont un peu laissés à eux-mêmes. Certains, la moitié avaient un retour progressif, prescription médicale pour un retour progressif et that's it. Donc, c'est ça. Donc, c'est quelque chose qui est aidant. Contestation du retour en emploi et inquiétude de l'employeur. J'ai certains travailleurs pour qui l'employeur a nommé certaines inquiétudes par rapport au retour qu'il trouvait prématuré. J'en ai qui se sont retrouvés en sandwich entre le syndicat, le supérieur immédiat et la direction des ressources humaines. La direction des ressources humaines jugeait que la personne n'était pas apte à réintégrer le travail. Le syndicat défendait l'employé, évidemment. Les supérieurs immédiats voulaient que l'employé revienne à temps plein et ne bénéficie pas des mesures médicales. Donc, il y a des situations comme ça qui peuvent créer entrave. Donc, quelques exemples de verbatim. Planification du retour. Il m'a appelé avant que je retourne au travail. Il m'a dit, si tu n'es pas à l'aise, on ne te retournera pas sur ton étage, on va te faire des petites tâches. Ça m'a énormément aidé, ça m'a enlevé au moins un bon 50 % de pression. Et un exemple, contestation à expertise médicale. C'est une source de stress épouvantable en parlant de l'expertise médicale ici. J'ai été une semaine à y penser, j'avais peur qu'il contredise l'expertise de mon médecin puis qu'il m'oblige à revenir plus vite. Maintenant, au niveau du supérieur immédiat, le supérieur immédiat agit vraiment comme acteur clé au niveau de la réintégration. C'est souvent la première personne que l'employé va rencontrer à son retour. Ce qui ressort, en fait, de notre étude, c'est la qualité de la relation avec le supérieur va beaucoup influencer comment la réintégration va se passer. C'est-à-dire que les gens qui avaient déjà une relation de confiance, une bonne relation avec leur supérieur, le supérieur était plus enclin de les contacter pendant leur arrêt de travail, pas pour faire de la pression pour qu'ils reviennent plus vite, mais plutôt pour s'informer, rassurer. Donc, c'est quelque chose qui a été nommé vraiment par les participants. Le fait que le supérieur, dans son contact, reconnaît la légitimité de l'absence de l'employé, fait en sorte que ça maintient un lien positif avec le milieu de travail. L'employé ne se sent pas trahi par son milieu. Il sent qu'on ne doute pas, on ne remet pas en question sa crédibilité. Donc, c'est quelque chose qu'on voyait souvent quand il y avait déjà une relation de confiance avec le supérieur. L'accueil et le soutien du supérieur durant l'arrêt et au moment du retour. Pendant l'arrêt, c'est ça, les supérieurs, les participants ont nommé souvent des supérieurs qui leur ont dit « Prends tout le temps que tu as besoin, concentre-toi sur ton rétablissement. Ici, on va continuer à fonctionner. » Le fait qu'on les rassure sur leur place, qu'ils n'ont pas perdu leur place, qu'on reconnaisse leur importance dans l'organisation, c'est des choses qui ont été nommées comme étant des facilitants. Et au moment de reprendre le travail, évidemment, la collaboration du supérieur immédiat s'avère essentielle, notamment en soutenant l'implantation des mesures d'accommodement prescrites par le médecin. Donc, le fait que le supérieur collabore, c'est quelque chose qui est facilitant. Et aussi, certains supérieurs ont offert des accommodements informels, comme par exemple un horaire plus flexible, un horaire réduit, une charge de travail réduite. Donc, ce sont tous des choses qui ont contribué à favoriser la réintégration et le maintien en emploi. Au niveau des entraves, évidemment, le fait d'avoir une relation conflictuelle avec son supérieur, c'est quelque chose qui vient nuire à la réintégration.
C'est souvent lié à une mise en doute de l'absence, pression pour un retour prématuré, absence de soutien vis-à-vis des mesures médicales encadrant le retour. Par exemple, la personne a une mesure de retour progressive, mais les exigences ne sont pas adaptées en fonction de l'horaire de travail, ou le supérieur demande de rentrer des journées où est-ce que la personne serait normalement en congé. Donc, c'est le type de situation qui a été rapporté. Et aussi, finalement, le dévoilement de la tentative de suicide et les répercussions réelles ou envisagées. En fait, le dévoilement de la tentative de suicide, c'est une préoccupation majeure au niveau des employés, au niveau des personnes qui reviennent au travail après une tentative de suicide. Que ce soit les doutes que ce soit... En fait, il y en a plusieurs qui reviennent au travail et ont l'impression que c'est écrit dans leur front, que les gens vont deviner, vont les questionner, vont arriver à savoir, parce que c'est pas... Dans ce cas-ci, ce n'est pas tous les travailleurs que le milieu était au courant de la tentative, c'est environ la moitié. Donc, les répercussions, qu'ils soient réelles, c'est-à-dire que quand on dévoile notre tentative, notre superviseur ne nous croit pas, dit qu'on est stupide, qu'on n'aurait pas dû faire ça, etc., jugement. Ou encore envisager, c'est-à-dire si je le dis, probablement ça va nuire, étant donné que je suis dans une relation hiérarchique, ça va probablement nuire à mon avancement de carrière, donc je suis mieux de ne pas dévoiler la réelle raison de mon absence. Donc, quelques exemples de soutien, accueil et soutien du supérieur immédiat. Mon patron m'a tout de suite fait sentir que ce n'est pas grave. Il m'a dit, il n'y a personne qui est au courant de ça ici. Ce qui est important, c'est que tu penses à toi. Tu sais, le travail, ça va aller. Si tu as besoin de partir plus tôt, si tu as des besoins de parler, on va être là. Un autre exemple, ça a été la seule personne, en parlant du supérieur immédiat, qui a été vraiment à l'écoute, qui ne m'a pas jugé. À tous les jours, il venait me voir. Comment ça va? Le moral, es-tu bon? S'il y a quelque chose, tu ne te gênes pas, tu viens me voir, tu n'attends pas d'être rendu au bout. Je ne veux pas que tu fasses de conneries. Donc, le supérieur immédiat peut même agir au niveau de protection sentinelle, prévenir la rechute. Maintenant, au niveau des collègues de travail, les relations entre collègues ont une portée significative sur la qualité de vie et le bien-être au travail. C'est quelqu'un qui était très saillant. C'est un thème qui était très saillant dans les entrevues que j'ai conduites. Donc, la présence de liens d'amitié au travail favorise un plus grand sentiment d'appartenance envers le milieu et le maintien d'un lien à l'emploi durant l'absence et aussi un accueil chaleureux empreint de reconnaissance au moment du retour au travail. C'est vraiment quelque chose que j'ai pu observer dans le discours des participants. Donc, par contre, la plupart des travailleurs ont préféré limiter au minimum les contacts avec leurs collègues, mais ceux qui ont des amitiés vont davantage vouloir maintenir les contacts pendant l'arrêt de travail. Ceux qui n'ont pas de lien d'amitié, ils vont plus vouloir avoir aucun contact avec leur milieu, mais les autres, il y en a certains qui ont surtout des appels téléphoniques, comment ça va, ils vont maintenir le contact. Certains sont allés sur les lieux du travail avant leur retour pour voir comment les collègues allaient. Dans ce cas-ci, c'était un milieu qui était au courant de la tentative, donc cette personne-là avait besoin de voir ses collègues, de les rassurer un peu de refaire ses preuves, de démontrer qu'il était toujours la même personne. Donc, c'est ça, voilà. L'accueil et le soutien au moment des collègues au moment du retour est donc essentiel. Plusieurs travailleurs ont mentionné avoir reçu des messages de reconnaissance, d'appréciation, qui les ont grandement rassurés sur leurs valeurs, sur leur statut, qui ont contribué à leur redonner confiance dans leur capacité de travail. Je mentionnais le dévoilement de la tentative, c'est un enjeu qui est important pour les travailleurs. La plupart des travailleurs ont préféré dissimuler leur tentative de suicide à leurs collègues. Il y en a 11 sur 21 qui ont dissimulé leur tentative. Mais il y a quand même 10 travailleurs qui ont choisi d'en parler, souvent à un nombre restreint de collègues qui étaient proches. Ils choisissaient les gens en fonction du lien de confiance. Certains travailleurs ont... Oui, bon, dans le fond, dire ou ne pas dire.
Donc, plusieurs ont préféré dissimuler. Et on a un exemple ici, c'est souvent par honte, par peur d'être jugé. Mais non, tu ne parles pas de ça. Après, tu as juste envie d'aller te cacher. Ils vont penser que ce n'était pas sérieux, puis j'aurais fait ça pour manipuler. C'est pour ça que j'ai honte d'avoir échoué. S'il y avait eu plus de personnes au courant, je ne serais pas retourné. Donc, dans ce cas-ci, c'est une personne qui l'avait dévoilé à certains amis proches au travail, mais qui n'aurait pas voulu que ça se sache at large. Plusieurs vont adopter des stratégies pour composer avec la curiosité des collègues et diminuer le risque qu'on découvre qu'ils ont fait une tentative de suicide. Donc, certains vont éviter tout contact avec leurs collègues, vont limiter ça au minimum, se plonger dans la tâche, dans le travail. D'autres vont utiliser un autre motif pour justifier leur absence ou vont mentir, en fait. Ou encore, quand la tentative a laissé des marques, une des participantes portait des chandails à manches longues le temps que ça cicatrise. Donc, j'ai certaines personnes qui ont dû composer avec des rumeurs, de la stigmatisation en milieu de travail. Il y a un exemple, Gaston ici, qui a dû faire face au stigma de ses collègues. Mes premières demi-journées, alors qu'il était en retour progressif, la première chose que ses collègues lui ont dit, c'est « Tu as eu des vacances tout l'été ». À mon retour à temps plein, tout le monde le savait. Puis là, je suis rentré, puis tout le monde avait de la misère à me dire bonjour. Il n'y avait plus de communication. Dans ce cas-ci, c'était quelqu'un qui avait plusieurs amitiés au travail et c'est même après, moi j'ai rencontré Gaston, ça faisait environ 18 mois qu'il avait fait sa tentative de suicide et qui avait réintégré le travail. Et ces amitiés-là n'étaient toujours pas revenues. Par contre, ce que ça lui a fait vivre, en fait, c'est le sentiment de devoir refaire ses preuves, de rétablir les faits, de rétablir sa vérité, en fait, de dire à ses collègues « Je n'ai pas changé, je suis toujours la même personne. C'est pas parce que j'ai fait une tentative de suicide que je suis différent. » Lui, sa réaction, ça a été de se retrousser les manches et d'aller au-devant et de raconter son histoire, de convaincre les plus endurcis. Et aussi, c'est un success story dans ce cas-ci. Il s'est même impliqué dans son syndicat au niveau du comité santé et sécurité au travail pour essayer de faire changer les choses, faire évoluer les choses dans son milieu. Il y a plusieurs conséquences qui ont été nommées par les travailleurs à la suite de leur expérience de réintégration. Et donc, ça laisse des séquelles, le fait de vivre, d'atteindre un niveau de détresse psychologique tellement aigu qu'on en vient à faire une tentative de suicide et ensuite de vivre une expérience d'incapacité de travail. Tout ça ensemble fait en sorte que ça amène certaines conséquences et aussi la façon dont tout ça s'est passé, le rétablissement, le retour au travail. Ce qu'on sait, c'est ce qui a été nommé par les travailleurs, c'est que la grande majorité des travailleurs, je crois 19 sur 21, adoraient leur travail. C'était des gens ils aimaient peut-être pas tous les aspects de leur travail. Ils pouvaient vivre des difficultés, mais souvent, il y avait un attachement à leur milieu. Et le retour au travail a été nommé comme faisant partie du rétablissement, comme une façon de s'occuper, de se changer les idées, donc de diminuer les idéations suicidaires en s'occupant. C'était important pour eux d'être actifs une fois qu'ils sont suffisamment rétablis. Ça nourrissait aussi leur sentiment d'appartenance, d'utilité, parce que le fait de rester à la maison, certains pouvaient se sentir, ils sentaient qu'ils déclinaient davantage qu'en étant au travail. Et aussi, le fait de revenir au travail, ça a eu un impact sur l'estime de soi de plusieurs. Ça a permis de retrouver confiance en ses capacités de travail, de voir qu'on est apprécié de nos collègues, qu'on est reconnu. Donc, j'ai des exemples de verbatim ici. Les idées suicidaires se sont arrêtées dès le retour au travail, du moment que je remontais la pente, aidé par la médication, aidé par mon réseau social au travail, mon estime de soi est revenue. Si je reste chez nous, les idées restent noires. Je pense que c'était important pour moi de retourner au travail parce que là, je n'avais plus de satisfaction, je n'avais plus de vie. Donc, un arrêt de travail, oui,
mais il y a comme un moment donné où est-ce qu'il y a un moment où est-ce que c'est le temps de reprendre, de retourner progressivement. Au niveau des conséquences, ce qui est assez central, en fait, le rapport au travail, ce que je me suis rendu compte, c'est que le rapport au travail est au cœur du processus de réintégration professionnelle après une tentative de suicide. Bien que la reprise du travail soit un vecteur du rétablissement pour l'ensemble des participants, le fait de revenir sur le marché du travail, le fait de réintégrer leur emploi, il y a plusieurs travailleurs qui ont amorcé une réflexion qui les amène à redéfinir leur rapport au travail et avec leur milieu d'emploi aussi. Et cette redéfinition-là est comme une pierre angulaire qui influence l'issue de la trajectoire de réintégration, qui donne lieu soit au maintien du lien à l'emploi ou une rupture du lien à l'emploi. La redéfinition du rapport au travail, dans le fond, ça vient d'une volonté de comprendre ce qui a provoqué la chute et de déterminer les moyens pour se rétablir et préserver sa santé à plus long terme. Donc, ça incite les travailleurs à aborder le travail, à plusieurs travailleurs à aborder le travail autrement. Les motifs qui ont été nommés, par exemple, c'était j'ai besoin de ralentir le rythme, de respecter davantage mes limites, de me mettre en priorité, prendre soin de mon état de santé, consacrer plus de temps à mes proches, parce que je consacrais beaucoup de temps au travail avant. Il peut y avoir une urgence de vivre après la tentative de suicide, le désir de retrouver et de nourrir des passions qu'on avait mis de côté, des champs d'intérêt. Donc, on re-questionne un peu le travail, le métier, même parfois. Un désir de reprendre le contrôle sur sa vie. Dans mon échantillon, j'ai 12 travailleurs qui ont, ultimement, avec cette redéfinition-là du lien au travail, ont choisi de maintenir le lien à l'emploi. Donc, comme conséquence sur le rapport au travail, j'en ai 5 que c'était un statu quo. C'est des gens... laissez-moi voir... Oui, c'est des gens qui ont conservé le même rapport positif qu'ils avaient déjà avec leur milieu de travail avant l'épisode suicidaire. Et il n'y a aucun lien perçu chez ces 5 participants-là entre les conditions de travail et la détérioration de l'état de santé. J'ai 5 autres participants que j'ai classés sur un thème de recherche d'équilibre. Ces 5-là, ils ont conservé un rapport positif, mais avec des réajustements, des standards de performance, une diminution du temps de l'investissement consacré au travail pour prioriser un équilibre vie personnelle, vie professionnelle, préserver sa santé, préserver une certaine qualité de vie. Donc, ce sont tous, les 5 travailleurs sont tous des travailleurs qui étaient énormément investis dans leur travail. À la limite, il y avait un déséquilibre. Et j'ai 2 personnes qui ont connu un désengagement par rapport à une trajectoire de désengagement par rapport à leur rapport au travail. Donc, c'est des travailleurs qui ont conservé le lien avec leur employeur, qui vivaient des insatisfactions en lien avec leur emploi avant la tentative de suicide, puis l'expérience de réintégration a comme confirmé ou accentué ces insatisfactions-là. Par contre, au moment de l'entrevue, ces travailleurs-là tenaient à maintenir le lien à l'emploi et n'envisageaient pas une rupture éventuelle. Il y a certaines conséquences chez le groupe qui ont maintenu le lien à l'emploi, certaines conséquences sur la relation avec le supérieur qui ont été nommées suite à l'expérience de réintégration. Donc, pour certains, il y a eu un renforcement du lien de confiance. Même le supérieur agit comme filet de sécurité, le fait qu'il connaît que la personne a eu une tentative de suicide et qui vient s'informer. On a eu l'exemple tantôt de Gaston, par exemple. Des sentiments de reconnaissance et d'appartenance. Donc, le travailleur sent qu'il est reconnu, qu'il appartient au milieu de travail. Il y a eu certains supérieurs qui ont diminué leur attente et leur exigence pour protéger le travailleur et éviter de provoquer une rechute. Pour certains, ça a été apprécié dans une certaine mesure. Pour d'autres, ça a été perçu comme ben là, il veut me surprotéger. Dans le fond, est-ce qu'il me voit moins performante depuis cet événement-là? Donc, ça pouvait semer des doutes chez certains travailleurs. Il y a aussi, dans certains cas, une distanciation du supérieur
qui s'est produit par souci de neutralité, étant donné que le supérieur avait un rôle un peu administratif au niveau de la gestion de l'absence. Donc, il a pu avoir une distanciation au niveau de la relation, ou encore en raison d'un inconfort lié à des préjugés exprimés par le supérieur. Il y a eu aussi certaines conséquences sur les relations avec les collègues qui ont été rapportées, malgré le maintien d'un lien à l'emploi. Donc, et c'est souvent lié à la réaction positive ou négative suite au dévoilement. Donc, dans le cas de réaction positive, il y a certains pour qui ça a permis de solidifier les liens. Les interactions sont plus riches. On parle moins de la pluie et du beau temps. Les sujets de conversation sont un peu plus profonds. Et dans un certain cas, même la personne, le fait d'avoir passé à travers ces épreuves-là est devenu un confident naturel dans le milieu, un peu une sentinelle qui réfère vers des ressources. Et pour d'autres, ça l'a amené, malgré une réaction positive, la personne a pu se sentir envahie au niveau de sa sphère personnelle. Donc, elle évite maintenant, certains travailleurs évitaient maintenant de se confier dans l'espoir de pouvoir préserver une frontière plus étanche entre la vie privée et la vie professionnelle, malgré un accueil chaleureux. Et dans ce cas-ci, c'était un dévoilement qui était imposé par l'employeur. Donc, la personne a donné son accord, mais le fait d'avoir vécu, le fait que ça soit imposé, elle a senti qu'elle avait besoin de se refermer par la suite, en fait. Donc, de préserver une frontière étanche. Au niveau des réactions négatives lors du dévoilement, c'est sûr que pour certains, ça l'a amené une prise d'une distance, donc de réduire les interactions de façon à se protéger, en préservant sa vie privée aussi dans ce cas-ci. Le fait d'avoir vécu le stigma, le rejet des commentaires désobligeants de la part de collègues. Donc, et sinon, il y en a certains, comme c'est Gaston ici, là, qui est allé au-devant pour rétablir la communication ou encore s'impliquer pour combattre les préjugés. Il y en a qui ont plus été en réaction de combat plutôt que de s'isoler. Donc, au niveau de la rupture du lien, parfois la rupture est inévitable. Et la démission était perçue pour certains comme un premier pas vers le rétablissement. Elle devenait même vitale. C'est des cas pour lesquels il y avait des conditions de travail, de vie au travail difficiles. Donc, j'ai l'exemple de Christine aussi. Je me rendais compte que je n'étais pas bien au travail, mais que ce milieu-là n'allait pas changer. J'avais l'impression que c'était l'aspect de ma vie qui était le plus facile à changer. Dans ce cas-ci, Christine avait vécu une rachat, fusion d'entreprises, réorganisation, modification de culture organisationnelle, moins axée sur l'humain, davantage axée sur la performance, qui a créé un climat de méfiance, beaucoup de départs de collègues, suicide d'une collègue de travail, donc la totale. Donc, pour elle, c'était vraiment vital qu'elle remette sa démission et qu'elle change de milieu. J'ai Jeanne aussi, si je retourne là, je signe mon arrêt de mort, j'ai quasiment payé de ma vie pour le travail, ça en vaut-tu vraiment la peine? Dans ce cas-ci, c'est un cas sans poser de diagnostic, là, ici, ça semblait être de l'épuisement professionnel, surinvestissement avec une situation d'harcèlement psychologique de la part du supérieur immédiat qui donnait des tâches avec des délais déraisonnables et beaucoup de contrôle, qui a amené la personne, qui a contribué largement à la détérioration de l'État. Donc, le fait de devoir retourner dans ces mêmes conditions-là, pour elle, c'était source d'anxiété et quelque chose qui amenait la rupture du lien. Il y a certains types de ruptures que j'ai pu classer. Je vais faire ça vite. Donc, il y a 4 travailleurs que c'était une rupture définitive, c'est-à-dire soit une rupture choisie, 2 travailleurs qui ont remis leur démission, ou encore une rupture imposée, le fait d'être congédié. La personne qui a été congédiée ici, les 2 personnes qui ont été congédiées ici, c'était pour de l'absentéisme. Donc, c'était des personnes qui étaient souvent absentes. Des fois, l'absente, il n'y avait pas de justification, donc l'employeur leur a remis leur congédiement. C'est tout à fait questionnable. Mais c'est ça. Donc, c'est ce qui a mené au congédiement, une rupture imposée. Sinon, j'ai 5 personnes qui ont été classées dans la rupture du lien à l'emploi, mais que la rupture n'était pas complète. Ici, elle était envisagée sérieusement.
C'était en lien avec l'incompatibilité entre les exigences de l'emploi et la condition de santé préexistante. Par exemple, une personne qui a développé un trouble alimentaire et qui avait une carrière en danse. Donc, le fait de revenir en danse, c'était incompatible avec son trouble, qui a amené la tentative de suicide. Sinon, l'impossibilité de modifier des conditions perçues comme étant pathogènes, c'est-à-dire tous les cas de harcèlement psychologique ici, de comportements qui étaient décrits comme étant du harcèlement psychologique. Le fait de devoir revenir dans les mêmes conditions était quelque chose qui n'était pas envisageable pour ces personnes-là. Donc, ça les amenait à rester, souvent à prolonger leur arrêt de travail, à retarder la décision de rompre définitivement le lien, et ça suscitait beaucoup d'anxiété. Les conséquences de la rupture, en fait, pour certaines, pour la plupart, en fait, c'est un moyen de permettre le rétablissement et de préserver son état de santé. Dans le cas d'une démission envisagée ou complétée, c'est quelque chose qui est associé à se respecter, s'affirmer, mettre sa santé, son bien-être psychologique en priorité. Dans le cas d'un congédiement, une fois qu'on a absorbé le choc du congédiement, les personnes envisageaient ça, donnaient un sens à l'événement comme étant une pause temporaire qui permettrait de retrouver leur force avant de se réorienter vers un meilleur emploi. Ça reste une expérience qui est déstabilisante, qui suscite beaucoup d'inquiétudes, souvent liée à un sentiment d'impasse, d'être démuni, d'être sans repère. Il y a des remises en question qui étaient nommées entourant le choix de carrière, les intérêts, les forces, les compétences. Et il y a aussi un deuil de l'emploi, même si les conditions de travail pouvaient être néfastes, pathogènes. Il y a certains aspects auxquels les travailleurs pouvaient être attachés. Donc, il y a un deuil de l'emploi qui est vécu malgré la rupture. Il y a aussi des craintes en lien avec la recherche d'emploi, trouver un emploi qui est adapté à sa condition de santé, ne pas revivre les expériences, ne pas retomber dans des conditions de travail pathogènes, le fait d'avoir peur d'avoir des mauvaises références de la part de leur ancien employeur, d'avoir un dossier de candidature moins compétitif en raison d'une trajectoire parsemée de périodes d'absence pour problèmes de santé mentale, parce que plusieurs n'en étaient pas à leur première période d'absence. Préjugés liés aux problèmes de santé mentale également. Mais quand même, les gens, la plupart des travailleurs veulent éviter d'agir de façon précipitée. Donc, de vraiment choisir un emploi qui correspond à leurs forces, leurs intérêts, dans un milieu sain, afin de prévenir une rechute. Donc, ça fait le tour des facteurs facilitants, entraves et conséquences. En résumé, le processus de réintégration tel que documenté par mon étude se déroulait en 3 phases. La chute, qui est la phase de détérioration et de la crise suicidaire, suivie d'une phase de récupération, restauration des capacités. Le rebond et l'émergence, qui est comme le retour à la normale tout en étant transformé. Les contextes de vie personnelle et professionnelle antérieurs à la crise suicidaire agissent comme toile de fond à l'ensemble du processus et influencent la façon dont va se dérouler à la fois la récupération, l'arrêt de travail, le retour en emploi et l'issue de la trajectoire professionnelle. Le processus de réintégration est également influencé par de multiples facteurs facilitants et entraves liés à la prise en charge médicale, la gestion administrative des absences, supérieurs immédiats, collègues, facteurs aussi d'ordre personnel. Et finalement, l'expérience de la crise suicidaire et de réintégration professionnelle a des conséquences, notamment celle de redéfinir le rapport entretenu avec le travail, avec le milieu d'emploi, dans le but de favoriser le rétablissement et de préserver l'état de santé, ce qui en retour influence l'issue de la trajectoire professionnelle. Quelques recommandations au niveau de l'intervention. Je vois que je vais faire ça vite et je vais vous solliciter après. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que le retour au travail joue un rôle important dans le rétablissement. Les travailleurs que j'ai rencontrés avaient tous hâte de revenir au travail, pas à n'importe quel prix, mais il y avait quand même un intérêt à revenir au travail. Et le retour au travail est associé à une diminution des pensées négatives,
une augmentation de l'estime de soi, sentiment d'appartenance, d'utilité. Donc, c'est quelque chose qui contribue au rétablissement. Ça redonne confiance aux capacités de travail des travailleurs. La prise en compte des contextes de vie professionnelle avant la tentative de suicide est essentielle pour comprendre ce qui se passe par la suite, l'impact que ça a sur le processus de réintégration. Quelques recommandations tirées de mes résultats, mais aussi à la fois de guides de bonnes pratiques dans la littérature qui existe. Durant l'arrêt de travail, l'importance de maintenir le lien, mais sans pression. Donc, d'être à l'écoute, d'être empathique, de soutenir, de rassurer, de mettre l'accent sur l'importance de prendre le temps de se rétablir, faire sentir à l'employé qu'il est important par l'organisation, important pour l'organisation, que l'humain passe avant les objectifs de rendement et qu'il a toujours sa place. Respecter le rythme de l'employé. On sait que le processus de rétablissement n'est pas linéaire. Il peut y avoir des rechutes. Aussi de mettre en place des moyens pour faciliter les démarches administratives, notamment l'exemple que je donnais au niveau du soutien du syndicat qui accompagnait les employés dans la paperasse administrative et la lourdeur que ça implique quand on a des symptômes dépressifs et qu'on se relève d'une tentative. L'importance de planifier le retour au travail. Dans le cas de mon étude, il y avait seulement 2 personnes pour qui il y a eu une planification du retour. Ce qu'on peut faire au niveau de la planification, c'est d'évaluer les craintes de l'employé vis-à-vis du retour, ses besoins, ses attentes, parce que c'est quelque chose qui prend vraiment beaucoup de place, qui peut susciter beaucoup d'anxiété. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut adresser. D'ailleurs, dans la littérature sur quels sont les facteurs qui contribuent à augmenter la probabilité du retour en emploi, le sentiment d'efficacité personnelle au niveau de je suis capable de revenir au travail, c'est quelque chose qui est reconnu comme étant un facteur qui a une grande influence sur la probabilité de revenir en emploi et de maintenir le lien. Discuter des limitations et des recommandations du professionnel de la santé et voir aussi quels peuvent être les aménagements. Tenir compte des conditions de travail antérieures pour éviter de remettre l'employé dans les mêmes conditions qui ont pu contribuer à détériorer l'état de santé. Élaborer un plan de retour en étroite collaboration avec l'employeur et le supérieur immédiat. Donc, s'assurer qu'on a la collaboration du supérieur immédiat, vérifier ses préoccupations, dédramatiser, démystifier. Préparer les collègues aussi au retour de l'employé, donc s'assurer de la collaboration des collègues, clarifier les rôles, les attentes, ce qui est attendu d'eux. Vérifier les préoccupations, dédramatiser et démystifier aussi dans ce cas-ci sont des recommandations. Et au moment du retour, réserver un accueil chaleureux, mais en même temps, tout en étant discret, respectueux, parce qu'il y a beaucoup de travailleurs... oui? OK. Beaucoup de travailleurs... Oui, j'arrive à la fin. Donc, il y a beaucoup de travailleurs qui veulent passer, qui ne veulent pas être sous les feux de la rampe, en fait, quand ils reviennent au travail. En même temps, on veut être reconnu, on ne veut pas que notre retour se passe de façon anonyme, mais on ne veut pas trop attirer l'attention. Donc, une dose de chaleur et respect. Soutenir les mesures médicales, recommandations du médecin. En cas de retour progressif, s'assurer d'ajuster la charge au temps de travail. Considérer l'offre d'accommodement informelle, surtout quand il n'y a pas de mesures prescrites. Et finalement, d'assurer un suivi et de s'ajuster aux besoins. C'est une lacune qui a été nommée par plusieurs travailleurs dans l'étude ici. C'est qu'il n'y avait pas de suivi au moment où est-ce qu'il était revenu. Le supérieur le croisait dans le couloir, demandait « oui, ça va aujourd'hui », de façon très informelle, mais pas de protocole formel. Donc, d'avoir des rencontres régulières avec le supérieur immédiat pour pouvoir le coacher, mais aussi des rencontres régulières avec l'employé. Inclure la personne, évidemment, dans les décisions à chacune des étapes. Finalement, en amont, ce que ça demande, c'est un changement de paradigme dans les pratiques de gestion des absences. C'est-à-dire qu'on est beaucoup dans une perspective de contrôle des absences, de réduction des coûts, mais il faut aller vers une culture organisationnelle qui est plus axée sur le soutien, le maintien en emploi des employés, la satisfaction au travail, le mieux-être au travail. L'importance un peu
pour faire suite aussi à la postvention, en fait, l'importance d'élaborer un protocole à l'avance, donc d'accompagnement et de soutien au retour au travail impliquant les représentants de l'ensemble des paliers des acteurs. Et aussi former et offrir du soutien aux superviseurs et sensibiliser les employés aux problèmes de santé mentale. Merci, Francis. C'est super intéressant. J'ai envie d'aller déjà à ta question délicate, si ça te va. Oui. Est-ce qu'on doit encourager le dévoilement de la tentative de suicide? En fait, j'ai envie de dire, je ne le sais pas. Mais ce qu'on sait, c'est que la tentative de suicide, ça l'amène un bris dans les réseaux de communication, hein, avec la famille, avec le milieu de travail, avec l'école, avec parfois les voisins, dépendamment de ce qui s'est passé. Puis, je pense qu'un travail qu'on a à faire, c'est de rétablir les réseaux de communication. Fait que dans ce sens-là, si la personne, pour elle pense que c'est un avantage de le dire, il faut l'accompagner à le faire. En même temps, ça ne veut pas dire que si elle ne veut pas le dire, que les gens ne le savent pas. Puis je pense que ce qu'on peut faire, c'est d'aider le milieu à savoir comment agir. Parce qu'en effet, souvent, les attitudes inadéquates, entre guillemets, c'est une réponse à un malaise, dans le fond. Tu as eu des vacances pendant tout l'été, c'est probablement qu'on ne sait pas trop quoi dire d'autre. En même temps, s'il y a des gens qui sont les proches, de savoir qu'est-ce qui est su, de quoi la personne elle a besoin pour retourner, c'est-tu de le dire, de ne pas le dire. Fait que je pense que c'est ça, c'est de rétablir le réseau de communication tout en gardant la préoccupation, dans le fond, que on ne peut pas le faire automatiquement de l'extérieur, en tout cas. Ouais. Le milieu de travail n'aurait pas le droit. Si on a des demandes de postvention, on ne pourrait pas aller dire aux gens, annoncer la nouvelle d'une tentative de suicide comme on le ferait avec un suicide. Exact. Donc, voilà. Oui. Il existe des travaux sur le handicap au travail, en particulier lorsqu'il n'est pas visible. Oui. Par exemple, des problèmes d'audition. Est-ce que la question se pose, est-ce qu'au travail, il faut le dire aux collègues, au risque qu'ils parlent comme ça va, tu m'entends comme ça, ou on n'en parle pas, et on essaye, et la personne essaye de s'adapter et voilà. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent éventuellement se rapprocher du dévoilement du handicap au travail. Effectivement. Je pense que aussi la présence ou pas de rumeurs peut beaucoup influencer, à savoir la décision. Est-ce qu'on dévoile, on rectifie certaines informations? Ça demeure une décision à prendre avec le travailleur, en fait. Il y a un respect, évidemment, de la confidentialité qui s'applique ici, mais je pense que le fait que c'est un événement, dépendamment si l'événement est connu du milieu ou pas, ça peut influencer grandement qu'on choisisse de dévoiler ou pas. Qu'est-ce qu'on dévoile exactement? Donc, c'est pour ça un peu je lançais la question. Ça reste une question qui est délicate, de laquelle on peut regarder au niveau des écrits pour la divulgation de d'autres problèmes de santé invisibles, effectivement. Oui, c'est terminé. Bon. D'accord.